Bonjour à tous, je m'appelle Christian Massé, je suis le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et je dois vous dire que je suis particulièrement honoré et heureux d'être ici parmi vous. Laurent Fabius, avec qui j'ai discuté de cette journée, aurait souhaité être parmi vous, son emploi du temps ne le lui a pas permis. Mais il m'a demandé de vous saluer et de vous dire qu'il serait très attentif aux conclusions de vos travaux. Parce que la Convention nationale de la Société française d'énergie nucléaire est toujours un moment important. Mais cette année, il s'agit d'une convention particulièrement significative. Et comme l'a dit le président, elle s'inscrit dans un débat plus large et plus profond auquel votre société participe avec d'autres. Vous avez parlé de Nuclear for Climate et donc 2015, c'est vraiment une année importante et nous comptons sur vous. Cette convention nationale s'inscrit dans la préparation de la COP 21. Ce grand rendez-vous qu'aura la planète sur son avenir à la fin de l'année. Et puis, originalité de cette année, c'est la décision que vous avez prise de parler pour la première fois d'un partenariat avec un pays étranger. Vous avez choisi, à fort bon escient, le Royaume-Uni et je suis particulièrement heureux donc d'ouvrir cette convention aux côtés de Sir Peter Ricketts. COP 21. Le compte à rebours a commencé, puisque nous sommes à 270 jours de décision dont l'enjeu sera de limiter l'élévation de la température à 2 degrés. Et nous sommes à 270 jours de ce qui sera la plus grande conférence diplomatique que la France aura jamais accueillie, 20 000 délégués, 20 000 représentants de l'industrie, de la société civile, des territoires et 3 000 journalistes. Et comme vous le savez, Laurent Fabius sera le négociateur de cet exercice, sera le président de la conférence et donc naturellement il sent sur ses épaules une très grande responsabilité. Alors, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives? Alors tout d'abord, il y a des éléments positifs. Alors les éléments positifs, c'est le fait que l'an dernier, la conférence de Lima, la COP 20, parce que donc nous serons à la COP 21 cette année, la COP 20 s'est bien déroulée et nous avons eu un préaccord qui, avec beaucoup de crochets, mais qui permet de voir donc un certain nombre d'avancées. Et parmi ces avancées, il y a le fait que tous les pays devraient apporter leur contribution, soit en ce qui concerne l'atténuation ou l'adaptation, ce qui est un élément nouveau et tout à fait positif. Donc nous avons déjà maintenant, grâce à la COP 20 de Lima, une bonne base de travail. À Genève, en février, vous avez sans doute suivi cela, il y a eu des négociations, toujours dans le cadre des Nations Unies, pour travailler sur ce préaccord de Lima. Et nous sommes parvenus à Genève à un projet d'accord. Un projet d'accord qui est largement soutenu, qui est soutenu par tous, c'est-à-dire que tout le monde est à bord, donc c'est extrêmement positif. Et puis aussi, c'est un projet d'accord qui intervient donc plus de 6 mois avant la conférence de Paris. Et ce délai de 6 mois est tout à fait essentiel parce que la conférence de Paris n'aurait pas pu se déterminer sur un accord si nous n'avions pas respecté ce délai. Ça veut dire aussi que, de ce point de vue-là, nous sommes dans les clous. Et puis aussi, une volonté politique se manifeste. Il y a eu les annonces faites par la Chine et les États-Unis à la fin de l'année dernière, et puis aussi les annonces faites par l'Union européenne, cet objectif de moins 40% d'émissions en 2030. Donc il y a là des éléments qui permettent de lancer un mouvement.
Enfin, parmi les éléments positifs, vous aurez noté que le fonds vert, qui a été créé déjà il y a un certain temps, donc a fait l'objet de contributions, d'annonces de contributions, et nous avions un objectif de 10 milliards de dollars, et nous l'avons un peu dépassé, et notamment avec des contributions généreuses du Royaume-Uni et de la France. Donc tout ceci donne des éléments donc qui permettent de penser que nous avançons dans la bonne direction. Mais il ne faut pas se cacher que cela sera extraordinairement difficile. Pourquoi? Parce que 195 pays, ce sont les règles des Nations Unies, doivent se mettre d'accord. Il faut que 195 pays à Paris, dans 9 mois, lèvent le doigt et disent « je suis d'accord ». Et on voit qu'il y a beaucoup de sujets et beaucoup de différences sur les sujets. Qu'il s'agisse de la forme juridique que cet accord doit prendre, de l'atténuation, de l'adaptation, du financement des technologies. Et on l'a bien vu parce que je vous ai parlé du préaccord de Lima du préaccord de Lima et du projet d'accord de Genève. Préaccord de Lima, nous avions 37 pages. Maintenant, le projet d'accord à Genève, c'est 86 pages. Parce que vous avez sur chacun des points des quantités d'options. Et donc sur chacune de ces options, sur chacun plutôt de ces points qui font l'objet de différentes options, nous devrons trouver des compromis et des compromis à 195. Donc vous imaginez la difficulté. Quelles sont les étapes? Nous aurons à Bonn en juin une nouvelle réunion de négociation sur le projet d'accord qui sera précédée d'une quantité de rencontres, notamment informelles, qui seront coprésidées par Laurent Fabius et le président de le négociateur péruvien. Et puis, à nouveau, un rendez-vous en octobre, toujours pour parler de ce projet d'accord, juste avant la ligne droite, le final de négociation, donc qui nous portera jusqu'au Bourget en novembre-décembre. Et donc entre juin et octobre, il va y avoir énormément de discussions, notamment à un niveau politique élevé, pour essayer de trouver ces compromis dont nous aurons besoin pour que 195 pays disent oui donc à la fin de la conférence de Paris. Alors c'est un point important parce que vous voyez que donc c'est extrêmement compliqué, qu'il faut lancer une dynamique, qu'il y a des réunions de négociation, mais qu'il faut soutenir cette réunion de négociation en montrant quelle est la bonne direction. Quelle est la bonne direction? Et c'est dans ce cadre que vos travaux, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez dire, la voix que vous portez, Sven, mais aussi vous tous qui êtes dans la salle et aussi cette alliance, c'est extrêmement important justement pour diriger la négociation dans la bonne direction. Il y a un effort de conviction très important à faire. Quels sont nos objectifs pour Paris? Tout d'abord, un accord juridiquement contraignant, universel, parce qu'il doit comprendre évidemment tous les grands émetteurs, différencié pour prendre en compte de façon juste les circonstances nationales, et aussi ambitieux pour assurer le respect de la limite des 2 degrés. Deuxièmement, des engagements nationaux aussi ambitieux que possible, et ce que je vous ai dit, donc, c'est que tous les pays donc devraient apporter leur contribution, présenter des engagements en termes d'adaptation et d'atténuation. Et notre sentiment est que pour Paris, déjà, une grande partie des pays auront apporté cette contribution. Le volet financier, j'ai parlé des 10 milliards du fonds vert, c'est 10 milliards sur 4 ans, et vous savez que l'engagement qui a été pris à Copenhague, c'est 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ce n'est pas uniquement de l'argent public. Donc il faut mobiliser l'argent public, il y a le fonds vert, il faut lui donner un effet de levier maximum. Il y a également l'argent des banques de développement, et il y aura une grande réunion des banques de développement en mars. Et puis, il y a tout l'investissement privé
qu'il s'agisse du verdissement de cet investissement, des financements innovants, toute l'idée étant de canaliser ou de pousser, d'orienter les flux d'investissement vers l'économie à bas carbone. Et puis, il y a un quatrième point, un quatrième pilier de cet accord de Paris qui est tout à fait nouveau. C'est celui d'engager, d'amener, mobiliser les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les villes, les régions, les entreprises, les secteurs, à prendre des engagements à leur niveau et à les présenter donc à Paris pour montrer justement un degré d'ambition encore plus élevé. Et il est évident de ce point de vue que le secteur électrique a son rôle à jouer. Et c'est ce qu'on appelle l'agenda des solutions. Et il y aura au Bourget, vous savez que la conférence se tiendra au Bourget, une grande galerie qui s'appellera la Galerie des Solutions. Et je suis persuadé que toutes les actions et les présentations, enfin les solutions justement apportées par les entreprises qui sont dans la salle pourront trouver leur place donc dans cette galerie des solutions. Parce qu'il est évident que le nucléaire fait partie des solutions. Et c'est tout le sens du partenariat entre le Royaume-Uni et la France. Parce que nous sommes deux pays à l'avant-garde de la lutte contre le dérèglement climatique, parce que nous sommes deux pays mobilisés pour la société à bas carbone. Ce n'est pas facile, et c'est justement la difficulté de cet accord à Paris, parce que c'est difficile tout simplement parce qu'il s'agit d'engager une immense transformation de l'économie sur le chemin du bas carbone. Et également, nous sommes deux pays qui avons mis dans notre mix énergétique, ou qui avons fixé pour notre mix énergétique une obligation d'être à bas carbone. Et ceci sont l'énergie nucléaire, mais aussi le nucléaire évidemment. Ceci se retrouve dans l'Electricity Market Reform du Royaume-Uni qui a été adopté en 2011 et dans le projet de loi sur la transition énergétique. Donc dans nos deux pays, nous affirmons une place pour le nucléaire dans le mix énergétique. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que tous ces engagements, ces priorités, tout ça s'appuie sur un partenariat concret. Vous allez parler d'Hinkley Point, c'est un projet absolument majeur à tous égards. Et au-delà, il y a la recherche, il y a les réacteurs de 4e génération, et puis tous les accords institutionnels ou industriels qui ont été notamment passés lors des deux derniers sommets ou à l'occasion des deux derniers sommets franco-britanniques. Et tout ça tisse un réseau de coopération extraordinairement prometteur, qui naturellement se focalise maintenant sur ce grand projet d'Hinkley Point, mais il y a beaucoup d'autres choses, et vous allez en parler durant toute la journée. Et ce dont vous allez parler, cette coopération, elle est très importante. Elle est très importante pour chacun de nos deux pays, elle est très importante pour la relation entre la France et le Royaume-Uni dans son ensemble, mais aussi parce qu'elle nous place comme moteur en Europe de ce qui doit être fait en matière d'énergie et de climat. Et sans une Europe ambitieuse dans ce domaine, nous n'arriverons pas à un accord à Paris. Nous n'arriverons pas à ces transformations et à mettre le monde sur le chemin du bas carbone. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe à notre niveau national, en franco-britannique, en européen, au niveau mondial, tout cela s'emboîte, et donc ça donne toute la portée des travaux que vous aurez dans la journée, qui en plus, pour nos populations, pour nos citoyens, ont une très grande importance en termes d'emploi et de compétences dans nos pays. Donc voilà pourquoi Laurent Fabius, comme je vous l'ai dit, sera très attentif aux conclusions, qu'il les lira. Et donc je vous souhaite un excellent travail. Merci beaucoup.